Bienvenue à cette troisième émission du cours Montréal en évolution. De l'émission précédente, il faut retenir plusieurs points. D'abord, que le commerce des fourrures est la principale ressource économique du continent. Et Montréal, grâce à sa situation géographique privilégiée, est le centre du contrôle de ce commerce. Alors, les Français vont établir leur empire le long du Saint-Laurent et des Grands Lacs, surtout pour aller chercher des territoires des animaux à fourrure. Ceci va menacer les ambitions des Hollandais et des Anglais installés sur la côte américaine. Et ces deux peuples européens, ces trois peuples européens, vont se faire la guerre par l'intermédiaire des Indiens. Pourquoi? Parce que les Indiens sont les alliés indispensables du commerce de fourrure. En dehors du fait qu'ils offrent beaucoup de fourrure pour peu de choses et qu'ils connaissent les animaux à fourrure, c'est eux qui les trappent, ils ont besoin du commerce des fourrures pour protéger leur territoire et surtout pour avoir du fer, parce que nos Indiens ne connaissaient pas le fer et obtenir du fer devenait essentiel pour assurer l'équilibre entre les tribus. Donc, il va y avoir des alliances avec les peuples européens, les Algonquins et les Hurons qui étaient au-dessus du fleuve Saint-Laurent et des Grands Lacs vont s'allier avec les Français. Les Iroquois qui étaient sous le fleuve Saint-Laurent et les Grands Lacs et dont le territoire rejoignait la côte est américaine vont s'allier avec les Hollandais et les Américains. Et la guerre va durer de 1641 à 1701. Le but des Iroquois qui sont alliés aux Hollandais et aux Britanniques est de détruire les Hurons pour détruire les intermédiaires des Français. Alors, c'est dans ce cadre très difficile que se fait le peuplement de la Nouvelle-France et surtout de la région montréalaise. Ce peuplement, comme vous le savez, se fait par le régime seigneurial. C'est un système économique de mise en valeur du territoire où il y a des seigneurs qui attirent des colons en assurant aux colons une certaine sécurité. La Nouvelle-France devient province française en 1663 et le roi envoie le régiment Carignan-Salière pour pacifier la colonie. Alors, la première chose que les soldats font, c'est qu'ils construisent 3 forts le long du Richelieu. Pourquoi? Pour bloquer la rivière qui s'appelle la rivière des Iroquois, pour empêcher les Iroquois de se rendre jusqu'au Saint-Laurent. Et le fort Chambly, qui a été reconstruit depuis, reste comme témoin de ce plan militaire. Le premier intendant de la Nouvelle-France, M. Talon, a aussi un plan militaire de colonisation, dans le sens qu'il va convaincre le roi de concéder des seigneuries aux officiers du régiment Carignan-Salière, en espérant que les soldats vont rester sur la terre, ce qui va se faire plus ou moins, et ces officiers vont créer des fortins et des résidences fortifiées. Avec le temps, ça va être des noyaux de paroisse, et ça va être l'origine des villages et même des villes que nous connaissons aujourd'hui, dans la grande région montréalaise. Donc, c'est Berthierville, Repentigny, Sorel, Contrecoeur, Verchères, Varennes, Boucherville, Longueuil, Châteauguay, Chambly. Entre ces villages, entre ces paroisses, va s'établir des chemins et vous avez là la première structure spatiale de la grande région montréalaise. La même chose va se passer plus ou moins sur l'île de Montréal. L'île de Montréal est concédée en seigneurie en 1663 aux messieurs du séminaire de Saint-Sulpice. Ces messieurs, pour la protéger, vont confier des arrière-fiefs ou des fiefs nobles, donc des petites seigneuries dans la grande seigneurie, dans les régions de Pointe-aux-Trembles, Rivière-des-Prairies, Verdun, Lachine, Senneville, Sainte-Anne-de-Bellevue. Et avec le temps, va se créer des premiers noyaux de paroisses, et voici l'origine de nos villages et de nos villes sur l'île même, telles que Pointe-aux-Trembles, Lachine, Sainte-Anne-de-Bellevue, Pointe-Claire, Saint-Laurent, Longue-Pointe, Sault-et-Récollet, Pierrefonds. Et évidemment, là encore, des réseaux routiers vont s'établir entre ces villages et le noyau de paroisse, et vous allez obtenir la première structure spatiale de l'île montréalaise. Pour ce qui est du territoire rural, c'est la côte qui vient l'organiser. La côte, vous le savez, ce n'est pas un chemin en pente, c'est un territoire avec des terres subdivisées dans lequel vivent des communautés qui s'identifient, disons, à la côte. On a pris comme exemple la Côte-des-Neiges, mais Côte-des-Neiges, il faut comprendre qu'elle va évoluer vers la grille orthogonale de rue, comme les autres côtes sur l'île montréalaise. Donc, ces structures rurales, ces structures de la première colonisation vont avoir des effets sur les paysages urbains actuels. Dès le début, vous avez des formes agglomérées, ces villes-mairies et les autres villages, et des formes desserrées, ce sont les côtes. Et le réseau routier qui relie les formes agglomérées comme les formes desserrées va donner le premier réseau de l'île, la première structure de l'île. Mais avec l'urbanisation,
à partir de la seconde moitié du 19e siècle, ces villages, malheureusement, vont être noyés par le magma urbain, sauf quelques-uns qui vont conserver quelques caractères. Les côtes, par contre, vont évoluer vers la grille de rue que nous connaissons, à la fois très régulière et à la fois irrégulière. Pensez à Côte-Sainte-Catherine, à Côte Saint-Antoine. Donc, Montréal présente un modèle de plan qui se rapproche, qu'on peut appeler du plan mécanique et du plan organique. Mécanique parce que les côtes vont donner cet aspect mécanique de la grille de rue, mais organique parce que, dès le départ, Montréal est une agglomération de blocs, une agglomération de côtes. On a vu que les côtes pouvaient être totalement autonomes et il reste encore dans le paysage montréalais de l'île ce sentiment d'avoir des blocs. En 1760, à la fin du régime français, la population de la Nouvelle-France est très restreinte, plus ou moins 65 000 personnes. En comparaison, les Anglais installés le long de l'Atlantique, dans les colonies américaines, comptent 1,5 million d'habitants. Montréal, en 1760, c'est plus ou moins 5 000 habitants. En comparaison, Boston, 16 000 personnes. Philadelphie, qui est fondée en 1682, donc 40 ans après la fondation de Montréal, a déjà 13 000 personnes en 1760. Pourquoi cette disparité entre cette population anglaise et celle des Français? Tout simplement parce qu'il n'y a pas eu en France un effort national pour peupler la colonie. On sait que durant tout le régime français, on a consacré plus d'argent au menu plaisir du roi qu'à la colonisation de la Nouvelle-France. Sur les 65 000 personnes qui habitent la Nouvelle-France en 1760, 10 000 uniquement sont des Français et Françaises qui ont immigré en Amérique, provenant de la Normandie, des provinces voisines et du bassin parisien. Donc, on peut dire qu'en 1760, 5/6 de la population est d'origine canadienne. Ça veut dire que 5/6 de la population n'a pas eu l'occasion de connaître d'autres mondes, d'autres environnements que l'environnement de l'Amérique. Et ceci va avoir des influences très réelles sur l'architecture, l'urbanisme et l'aménagement. Quels sont les traits sociaux et culturels de ces 10 000 personnes qui ont émigré de la France vers la Nouvelle-France? Ce ne sont pas des bourgeois, ce ne sont pas des nobles, ce ne sont pas des privilégiés, sauf exception. Pourquoi? Parce qu'en France, on a un mépris dans cette classe pour l'Amérique. Rappelez-vous des paroles de Voltaire, le Canada, c'est quelques arpents de neige. Et lorsque le Canada va être perdu en 1760 aux mains des Britanniques, l'opinion publique s'en souciera très peu à Paris. D'ailleurs, on sera content d'avoir conservé quelques îles de sucre des Antilles. Ce ne sont pas plus des ouvriers spécialisés, tout simplement parce que la France, à cette époque, est en réorganisation industrielle et il y a de très bons emplois pour ce type de métier. Reste la classe des paysans, des journaliers, des pauvres, des défavorisés. Les Huguenots auraient pu apporter beaucoup à la Nouvelle-France parce qu'ils cherchaient des endroits pour vivre leur religion, sauf que Richelieu leur a barré la porte de la colonie en 1628 et les Huguenots sont allés plutôt vers la Grande-Bretagne et on dit même qu'ils furent à l'origine de la révolution industrielle en Angleterre. Des 10 000 personnes qui sont venues, on peut voir qu'il y a environ 3 500 soldats qui sont des soldats licenciés, la plupart venant du régiment Carignan-Salière. Les soldats sont de bonnes personnes, mais entre vous et moi, ce ne sont pas des gens qui sont très familiers avec l'architecture ou avec l'urbanisme. Il y a 1100 filles du roi, à ne pas confondre avec filles de joie, c'était des orphelines que le roi entretenait. Et comme il y avait beaucoup trop d'hommes pour de femmes dans la colonie, on va envoyer ces filles fonder des familles en Nouvelle-France. Il y a 1000 déportés, des gens qui ont fait l'objet de poursuites de justice et qui sont exilés vers la Nouvelle-France. Ce ne sont pas de grands criminels pour la plupart, ce sont des braconniers, des gens qui allaient chasser sur des terres des nobles, donc des gens qui au départ n'étaient pas des gens très riches.
Enfin, 3900 engagés, c'est les seuls qui ont dû avoir un métier parce que les engagés, c'était des gens qui, charpentiers, ferblantiers, venaient travailler dans la colonie et après ça retournaient en France, sauf que 3900 vont décider de rester en Nouvelle-France. Et dernier groupe, 500 personnes uniquement sont venues de leur propre fait. Frais, ça veut dire des autonomes, des gens qui étaient aventurieux, qui voulaient tenter leur chance, des ambitieux. C'est peu, 500. Ce qui donne cette observation de Peter Kalm. Peter Kalm est un savant suédois. Il vient dans le cadre d'une mission scientifique en Amérique. Il est très bien intentionné envers la colonie et envers la France, parce que la Suède est très amie avec la France durant cette période. Il visite le Canada et Montréal en 1749, et voici ce qu'il observe. Les arts mécaniques tels que l'architecture, l'ébénisterie, la confection des ouvrages autour, etc., ne sont pas aussi avancés ici qu'on devrait s'y attendre. Et les Anglais, sous ce rapport, l'emportent sur les Français. Cela vient de ce que la plupart des colons ici sont des soldats licenciés qui n'ont pas eu l'occasion d'apprendre aucun métier, ou n'en ont appris un que par accident ou par nécessité. Les arts mécaniques tels que l'architecture, l'ébénisterie, les ouvrages autour sont des arts qu'on peut dire académiques, ou si vous voulez, savants, davantage l'apanage des classes éduquées que des classes infra-moyennes. Pourquoi que c'est différent dans les colonies américaines? C'est que dans ces colonies, il y a une variété de classes sociales. Il y a des paysans, il y a des ouvriers, il y a des journaliers, des ouvriers spécialisés, des marchands, des bourgeois, voire des aristocrates. D'ailleurs, les puritains qui vont fuir l'Angleterre pour pouvoir poursuivre une liberté religieuse ne seront pas uniquement que des pauvres puritains. Il va y avoir aussi des riches puritains et des gens habitués à ces arts mécaniques. Donc, en Nouvelle-France, la majorité appartiennent à la classe paysanne, disons une classe infra-moyenne, peu familier avec ces arts académiques. Mais ce ne sont pas des gens simplistes. Ce sont des gens qui ont hérité d'une vaste culture ancestrale qui remonterait jusqu'au Moyen Âge, jusqu'à la période romane. Ils ont des façons d'aménager, des façons de construire qui traduisent une classe populaire. Et on va voir dans ces façons de construire des relents de Moyen Âge. Et ceci a toujours frappé les historiens de l'architecture qui ont trouvé dans la première architecture de la Nouvelle-France justement des traits de l'architecture du Moyen Âge, et Alan Gowans, qui est un des grands historiens de l'architecture du Canada, nous le confirme. Même si le Moyen Âge était déjà loin derrière, les gens qui fondèrent la Nouvelle-France étaient restés essentiellement médiévaux dans leurs attitudes de base et dans leur perception de la vie. En conséquence, les principes médiévaux de construction leur semblaient naturellement corrects. L'architecture vernaculaire de la Nouvelle-France n'avait pas seulement une allure médiévale. Elle était une expression intégrale de la tradition architecturale du Moyen Âge en Europe. Le mot vernaculaire veut dire du pays, qui est propre au pays. L'architecture vernaculaire, c'est l'architecture qui était propre aux provinces de France. Par exemple, l'architecture vernaculaire en Bretagne, c'était ces maisons bretonnes, dont on voit des exemples sur l'écran, des maisons du 17e et 18e siècle. Alors, les colons qui viennent en Nouvelle-France vont importer cette architecture vernaculaire. Et nous avons quelques exemples sur l'île même de Montréal de cette maison bretonne plus ou moins implantée sur les rives du Saint-Laurent. Prenons le cas de la maison Lebert qui se trouve à la Chine. Mais par le fait, c'est une architecture vernaculaire, c'est une architecture propre au pays, elle va devenir graduellement propre à notre pays. Ça veut dire que le modèle breton ou un autre modèle implanté en Nouvelle-France, implanté à Montréal, va s'adapter aux conditions culturelles, aux conditions de l'environnement, climatique, etc. Et cette architecture vernaculaire va évoluer. Et un très bon exemple à Montréal, c'est la maison Urtubise. La maison Urtubise constitue une des plus vieilles résidences rurales encore existantes sur l'île de Montréal. Elle fut construite vers 1690 sur une terre concédée par Maisonneuve lui-même à Marin Urtubise.
Elle est située à Westmount, à l'angle du chemin de la côte Saint-Antoine et de la rue Victoria. Cette partie de territoire était appelée, au début de la colonie, la Petite Montagne. À l'origine, la maison est construite comme une résidence fortifiée, comme une redoute pour se protéger contre les attaques des Indiens. C'était d'autant plus nécessaire qu'elle se trouvait sur le sentier qui menait vers Ville-Marie ou vers la pointe à Calière et que les Indiens empruntaient régulièrement ce sentier pour se rendre vers le fleuve. D'ailleurs, les habitants de Ville-Marie avaient surnommé la maison la Haute-Folie, haute parce qu'elle se trouvait sur cette petite montagne, et surtout folie parce qu'il fallait être fou pour s'établir ici dans cette période de grandes difficultés et de conflits avec les aborigènes. La maison Urtubise nous intéresse parce qu'elle constitue un exemple d'évolution de l'architecture vernaculaire vers les conditions du nouvel environnement. Le premier corps de logis possède toutes les caractéristiques des modèles européens du nord-ouest de la France. On retrouve ces mêmes caractéristiques dans une maison comme la maison de la ferme Saint-Gabriel à Montréal. Par la suite, ce corps de logis va évoluer. Va apparaître une galerie qui va s'avancer au-dessus de l'amoncellement de la neige durant l'hiver, comme une plateforme de transfert entre l'extérieur et l'intérieur. Le toit va s'évaser et va venir protéger à la fois le mur contre les infiltrations de l'eau et la galerie contre les rayons du soleil, contre les intempéries ou contre la neige. Par la suite va apparaître en 1875 un appentis, ce qu'on appelle une cuisine d'été. Remarquez qu'il est en briques et non pas en pierre. Habituellement, ces appentis servaient surtout durant les périodes estivales de cuisine d'été, de séjour, et durant l'hiver, ça servait de chambre froide. Alors, on voit une évolution d'un modèle européen, d'un modèle français, vers un modèle davantage québécois. La société française implantée en Amérique n'est pas composée uniquement de gens pauvres. Cette classe censitaire est chapeautée par une classe dirigeante. Parmi les dirigeants, vous avez le gouverneur qui s'occupe du domaine politique et de l'armée. Vous avez les intendants qui vont s'occuper de l'administration, de la justice et de la police. Vous avez l'évêque et vous avez leurs très nombreux adjoints. Ce sont des métropolitains. Ils sont recrutés dans la haute noblesse. Pourquoi? Parce qu'ils doivent transmettre dans la colonie la volonté absolue du roi. Ces gens vont avoir de l'influence sur l'aménagement et sur l'architecture. Prenons un exemple. Les plans de tous les édifices publics de la colonie devaient être approuvés soit par le gouverneur ou soit par l'intendant. Et comme ces gens-là faisaient partie de l'élite, évidemment, ils cherchaient des exemples qui représentaient l'architecture métropolitaine. Prenons un exemple d'un de ces gouvernants, le gouverneur Frontenac. Son véritable nom, c'est Louis de Buade, comte de Frontenac et de Palluau. Il est gouverneur de la Nouvelle-France de 1672 à 1682 et il va faire un deuxième terme de 1689 jusqu'en 1698, l'année de sa mort. Il provient d'une très vieille famille. D'ailleurs, Louis XIII a été le parrain du petit Louis de Buade. C'est un personnage de cour, il a un style de vie très faste, il est très endetté, et s'il vient dans la colonie, c'est pour refaire sa fortune. On présume qu'il a quand même trafiqué un peu avec le commerce des fourrures. Frontenac connaît très bien les canons et les principes de l'architecture académique, parce qu'il est toujours dans les châteaux. Il y a lui-même un château à l'île Savary. Et dès qu'il arrive à Québec, il va pester contre le manque d'ordre, le manque de symétrie de la ville de Québec. Alors, imaginez-vous les habitants de Québec qui n'avaient jamais connu la France. La symétrie, ça n'a pas dû leur dire grand-chose. Mais pour Frontenac, hors des symétries, c'était important. C'était le propre du classicisme, le style qui était à la mode à l'époque. Parmi les réalisations qu'on peut présenter comme reflétant les goûts de la classe dirigeante, il y a encore visible aujourd'hui Louis Bourg. Alors, Louis Bourg, vous savez, a été érigé à l'île du Cap-Breton à partir de 1712. Selon les principes du grand ingénieur Sébastien Vauban, la construction a pris 20 ans. Ce fut un désastre financier. Elle va tomber d'ailleurs aux mains des Britanniques en 1745 et en 1758. Non pas parce qu'elle n'était pas bien construite, mais était dans un endroit très vulnérable. En 1758, les Anglais la suppriment, la rasent tout simplement, et on l'a reconstruite
partiellement, disons, dernièrement. On a reconstruit le Bastion du Roi et grâce aux documents, on a pu faire une maquette qui présente cette ville quand même assez remarquable. Alors, vous voyez cette grille de rue orthogonale très bien contrôlée avec sa place d'armes très bien placée. Ces fortifications bastionnées quand même très importantes pour une ville de fortification de colonies, selon encore les principes de Vauban. Remarquez le château Saint-Louis, le lieu de résidence du gouverneur. Il présente une symétrie parfaite, les rites architecturaux sont plaisants, il y a là une assurance sereine, une grandeur qui sont les grandeurs, les qualités du classicisme français. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? On peut dire en conclusion que dès le début, à cause de la composition sociale des dirigeants et la composition sociale du menu peuple, nous avons une dichotomie entre l'architecture classique, l'architecture de la classe dirigeante et l'architecture vernaculaire. Une dichotomie qui va se poursuivre durant toute l'histoire de la colonie et toute l'histoire de Montréal. On va voir que jusqu'au 20e siècle, nous allons avoir toujours deux architectures en parallèle, deux aménagements ou deux urbanismes en parallèle, une issue de très grandes traditions populaires et l'autre issue des intérêts et des goûts d'une classe dirigeante. Revenons, si vous le voulez bien, au premier établissement fondé par M. Maisonneuve à la Pointe-à-Calière en 1642. Alors, vous vous rappelez, la Pointe-à-Calière est formée par la rencontre du fleuve Saint-Laurent et de la petite rivière Saint-Pierre. Aujourd'hui, c'est la rue de la Commune et la place Diouville. Les colons vont quitter rapidement ce premier établissement. Pourquoi? Parce que le lieu n'est pas très hospitalier. Quelques mois après la construction du fortin, des crues menacent d'ailleurs l'établissement et Maisonneuve va faire le vœu que si les eaux se retirent, il tenterait une croix sur le Mont-Royal, ce qu'il va faire le jour de l'Épiphanie 1643. Et la croix que nous avons aujourd'hui sur le Mont-Royal rappelle cet événement. Pour ces colons, le coteau Saint-Louis apparaît un lieu beaucoup plus intéressant. Il est délimité au sud par le fleuve Saint-Laurent et la rivière Saint-Pierre, à l'ouest par la rencontre de cette rivière Saint-Pierre et du ruisseau Saint-Martin. Aujourd'hui, ça correspond au secteur de la rue McGill. Et au nord, par ce ruisseau Saint-Martin, le ruisseau Saint-Martin se trouvait à peu près à l'endroit où se trouve aujourd'hui la rue Saint-Antoine, anciennement appelée la rue Craig. Et on peut voir à l'écran cette carte topographique et remarquer par les variations de ton que plus c'est foncé, plus c'est élevé, à quel point le coteau Saint-Louis, présentant disons, un dos d'âne, était intéressant. Le sommet d'ailleurs du coteau se trouve à la place d'Armes actuelle. Alors, cette topographie naturelle présentait un attrait à la fois contre les inondations, parce qu'on sait bien que l'eau ne pouvait pas monter aussi haut, et également pour se défendre. Et ce territoire-là va être entouré d'une palissade de bois et par la suite une fortification de pierre, et ça va être le lieu, comme vous le savez bien, de notre vieux Montréal actuel. Avant que M. de Casson fasse son premier plan, il y avait déjà eu un début de développement le long de la berge, tout simplement parce que Mme Jeanne Mance, qui était venue avec Maisonneuve, avait fondé son hôtel-Dieu en 1642, le long d'un sentier qui suivait le fleuve et qui se retrouvait, cet endroit-là, aujourd'hui, plus ou moins à l'angle des rues Saint-Paul et de la rue Saint-Sulpice. Et les colons avaient l'habitude de marcher pour se rendre à l'hôpital. Et même, on avait fondé une chapelle beaucoup plus loin à l'est. L'emplacement correspond actuellement à notre chapelle Bon Secours. Donc, les gens avaient pris l'habitude de marcher le long de la berge. Et ayant pris l'habitude de marcher, ils avaient pris l'habitude aussi de s'établir. Et lorsque M. de Casson va faire son premier plan, il y a déjà, on peut dire, un début de développement.
Alors, Denis de Casson ne se cache pas de ses intentions. Il veut mettre de l'ordre dans ce développement qui commence. Il est le seigneur de l'île de Montréal. Il est le directeur du séminaire de Saint-Sulpice. Et le 12 mars 1672, accompagné de son greffier de la justice et arpenteur, Bénigne Basset, il se rend sur le territoire pour faire le premier plan de Montréal. On ne sait pas s'il a déjà fait un plan sur du papier, mais il arrive avec des bornes aux estampilles du séminaire et là indique les premières rues de cet établissement qui va devenir le Vieux-Montréal. Alors la première rue, la première arête qu'il fait, elle est sous l'arête dominante du coteau, 30 pieds de large en pieds français. Elle correspond à la rue Notre-Dame actuelle. C'est la rue la plus importante de l'établissement. C'est évident que M. de Casson veut qu'elle soit la rue la plus importante parce qu'il a prévu de construire l'église Notre-Dame, l'église paroissiale, en plein milieu de la rue. D'ailleurs, la construction commence à l'été 1672 et on voit là une intention préétablie et ça vous indique que ce geste-là est un geste davantage symbolique. Donc, dans le plan de Montréal, il y aurait des éléments, disons, symboliques. La deuxième rue, elle existe plus ou moins. C'est la rue Saint-Paul. Alors, il la trace à 24 pieds de largeur, mais comme elle est plus ou moins tracée, elle donne ce caractère de sentier sinueux que nous lui connaissons encore aujourd'hui. C'est d'ailleurs une de ces seules rues, avec les côtes comme Côte-Saint-Antoine, d'avoir ce caractère-là. Tout simplement parce que les gens avaient pris l'habitude de marcher et de la tracer de cette façon-là. De l'autre côté, du côté du ruisseau Saint-Martin, il va tracer la rue Saint-Jacques, 18 pieds de large, pieds français. Cette rue va avoir une destinée absolument exceptionnelle. Elle va devenir le centre financier, non pas uniquement de Montréal, de la province, mais de tout le Canada à la fin du 19e siècle. Inutile de vous dire qu'elle va s'élargir beaucoup pour atteindre cette capacité. Dans le sens perpendiculaire à ces trois grandes artères, appelons-les les grandes artères, vous avez 7 rues plus petites là, qui vont venir former un plan qu'on pourrait dire plus ou moins orthogonal. Alors de l'ouest à l'est, vous avez la rue Saint-Pierre, 18 pieds de large, elle est toujours existante. Vous avez par la suite la rue du Calvaire, 24 pieds de large, pour des raisons qu'on ignore, elle a été abandonnée. Ensuite, la rue Saint-François, 18 pieds de large, et qui s'appelle aujourd'hui Saint-François-Xavier. C'est toujours la même rue. Vient après la rue Saint-Joseph, 18 pieds de large, qui s'appelle maintenant Saint-Sulpice. Vient maintenant la rue Saint-Lambert, 24 pieds de large. Ah, Saint-Lambert, ça, c'est la rue qui va traverser éventuellement le ruisseau et qui va s'appeler, avec le temps, Saint-Laurent. Ça va être la première rue là, qui va partir presque du fleuve Saint-Laurent et qui va traverser toute l'île jusqu'à Rivière-des-Prairies. Vient ensuite Saint-Gabriel, qui est toujours existante et qui avait 18 pieds de large, et enfin Saint-Charles, 18 pieds de large, laquelle n'a pas disparu, elle s'est fusionnée tout simplement avec la place Jacques-Cartier. Alors, Denis de Casson, quelle idée avait-il dans la tête de faire un plan semblable? Bon, il veut mettre de l'ordre, mais il faut dire que son plan est quand même orienté par la topographie existante et par les contraintes sur le lieu. Vous savez, avec une topographie semblable, dans le sens de la longueur, c'était presque inévitable qu'ils mettent sa rue Notre-Dame au centre, au milieu, l'endroit de l'arête la plus élevée. Bon, Saint-Paul était déjà plus ou moins tracé et il restait Saint-Jacques. De l'autre côté, c'est un peu différent. On s'aperçoit que son plan, qui se veut plus ou moins orthogonal, les rues sont plus ou moins bien orientées. C'est tout simplement que Maisonneuve avait concédé des terres sur le coteau Saint-Louis à partir de 1648. Et là, il suit plus ou moins les limites de ces terres. Et on peut présenter un exemple, la rue Saint-Lambert, là, qui va devenir Saint-Laurent. La rue suit la limite ouest de la terre qui a été concédée à Lambert-Closse le 2 février 1658. Si vous vous rappelez de votre histoire, Lambert-Closse va devenir un héros, il va se faire tuer pour protéger la colonie. D'ailleurs, la rue Saint-Lambert, c'est le prénom de Lambert-Closse. Et plusieurs rues dans le Vieux-Montréal vont porter le nom sanctifié d'un prénom d'un colon. Ainsi, la rue Saint-Paul, c'est tout simplement la rue nommée en l'honneur de Paul Chemédé de Maisonneuve. Donc, à Montréal, vous avez un plan orthogonal, mais un plan orthogonal
Montréal qui n'est pas parfait à cause de ces contraintes. Si on fait des comparaisons, qu'est-ce qu'on peut dire? Certains auteurs ont minimisé ce plan de location. Ils ont dit que c'était une pauvre copie du plan de Philadelphie de M. Home et William Penn. Ce serait difficile à justifier cette copie parce que M. Home et William Penn tracent le plan de Philadelphie en 1682, donc 10 ans après le plan de M. Dollier de Casson. Dans le plan de M. Penn et de M. Home, vous avez un objet symbolique, dans le sens remarqué, les squares avec l'orientation des principales artères, et vous avez un objet mécanique, c'est un plan en damier. On peut dire la même chose de Montréal. On vient de voir l'église Notre-Dame en plein milieu de la rue. C'est un geste symbolique, mais pour le reste, c'est relativement mécanique. Vous pouvez prendre connaissance de ces comparaisons dans le livre de M. John W. Reps, La ville américaine, où il compare ses plans de Montréal et ses plans de Philadelphie. D'autres auteurs ont au contraire exagéré l'importance de ce plan de M. Dollier de Casson. C'est le cas du grand géographe Raoul Blanchard. C'est peut-être celui qui a le plus parlé de la Nouvelle-France, du Québec, de sa géographie. Et lui, il va dire que toute la grille orthogonale de rue de l'île de Montréal est issue du plan de Casson. Alors ça, on ne peut pas soutenir ça. Il y a des analogies. Lorsqu'on regarde notre grille, qu'on regarde la grille du Vieux-Montréal, ça se compare. Il y a cette rue Saint-Lambert ou Saint-Laurent qui va nécessairement orienter d'autres rues. Mais on sait que la grille orthogonale n'est pas issue de ce plan qui a pris de l'expansion, mais elle est issue des côtes établies sur l'île. Autrement, on ne pourrait pas comprendre des irrégularités comme côte Sainte-Catherine, côte Saint-Luc et côte Saint-Antoine. Alors, ce plan-là, pour comprendre comment il va évoluer, il faut regarder des cartes successives. J'en présente dans mon ouvrage Montréal en évolution et j'en ai mis certaines dans le guide pédagogique. Alors, parmi ces cartes, vous avez celle de 1684 d'un auteur inconnu. Vous avez une autre carte en 1704 qui est attribuée à Levasseur de Néré. Un très beau plan de 1723 de Gédéon de Catalogne. Un autre en 1731 attribué à Chosgros de Léry également, ingénieur du roi. En 1760, le plan de Thomas Jeffrey. Celui-là, on va le représenter tout à l'heure. Et enfin, en 1761, le plan de Paul Labrosse. On ne peut malheureusement pas vous les présenter à la télévision. Et on ne peut pas vous présenter non plus des vues contemporaines. Parce que de 1642 à 1760, il n'y a strictement aucune vue existante de ce Montréal, de l'évolution de ce Montréal du régime français. Et il va falloir attendre en 1760 pour avoir une première vue avec quelques exactitudes. La première vue que nous possédons et qui présente Montréal avec un minimum d'exactitude est celle de Thomas Patton et qui est datée de 1762. Patton est un officier qui suit l'armée britannique, l'armée du général Amherst. Il faut faire attention avec ce genre de vue parce qu'on avait tendance à exagérer. Pour la bonne raison que ces dessins étaient présentés par la suite en Angleterre dans des tirages assez populaires et on essayait de justifier les coûts de la guerre, les coûts des impôts en montrant l'importance du butin conquis. Dans ce cas ici, on peut voir que le Mont-Royal prend une forme dramatique qui est beaucoup plus près de celle d'Arthur Seat dans la ville d'Édimbourg que celle de notre Mont-Royal quand même un peu plus bas, un peu plus mou et un peu plus allongé. De la même façon, je constate que les bâtiments, autant les résidences que les bâtiments publics, ont une hauteur un peu exagérée. Mais on peut se servir de cette vue et du plan reconstruit de M. Thomas Jeffrey, le plan de 1760, pour essayer d'identifier et d'analyser les principales caractéristiques de ce Montréal à la fin du régime français. Première caractéristique, ce sont les fortifications. Vous les voyez à l'écran avec une couleur grise. Bon, on sait qu'au départ, la colonie ou cet établissement a été entouré d'une palissade de bois. À partir de quelle date, c'est difficile à dire, mais la palissade apparaît sur un plan de 1704.
Les fortifications en pierre vont débuter en 1716 et chez Sault-Gros de Léry, l'ingénieur du roi, qui va les construire. Il y a toutes les qualifications pour le faire. D'abord parce qu'il a été un disciple de Sébastien le prêtre de Vauban. Monsieur de Vauban ou le seigneur de Vauban, c'est l'ingénieur par excellence au 17e siècle des fortifications bastionnées. Et Monsieur Sault-Gros de Léry va aller plus loin, il va écrire un traité des fortifications. Ces fortifications à Montréal ont 18 pieds de hauteur, 4 pieds de large à la base et 3 pieds au sommet, toujours des pieds français. Ces fortifications comprennent 13 courtines, 13 bastions et courtines. Les bastions, ce sont ces avancées dans l'environnement qui avaient pour but de reculer l'assaillant ou encore de le prendre là, en souricière par les flancs. Il y avait un fossé tout le long du côté de notre rue Saint-Antoine aujourd'hui. Il y avait un fossé de 8 pieds de profondeur. Vous pouvez apprécier ces fortifications, ou du moins les vestiges. Nous en voyons au Centre d'archéologie et d'histoire de Montréal et également au Champ de Mars. Ces fortifications étaient percées de portes. À l'ouest, il y avait la porte des Récollets qui était dans la continuité de la rue Notre-Dame. Pourquoi la porte des Récollets? C'est parce qu'elle était près du couvent des franciscains réformés, appelé Récollets. Au nord, bon, la porte Saint-Laurent, on connaît cette rue qui va traverser assez rapidement l'île. Du côté de l'est, la porte Saint-Martin, dans la continuité de la rue Saint-Paul, et menait sur le chemin qui venait à Québec. Au sud, il y avait plusieurs portes. D'abord, une petite porte appelée Petite Porte ou Porte de la Chine, au pied de la rue Saint-François-Xavier. On présume que le nom de la Chine voulait dire qu'on empruntait cette porte pour se rendre à la Chine. La porte du marché, ben, c'est un peu inévitable que le marché donne accès au port, ou du moins à la berge qui servait de port, ne serait-ce que pour accueillir les marchands de légumes qui traversaient le fleuve pour les présenter au marché. La porte Sainte-Marie, au pied de la rue Saint-Joseph, appelée Saint-Sulpice aujourd'hui, et enfin la porte du fleuve devant le château de Vaudreuil. C'est un peu inévitable. Le château de Vaudreuil, c'est le château, la résidence du gouverneur général à Montréal. Dans l'ensemble, ce sont des fortifications assez sommaire à comparer à ce qui se faisait dans la France contemporaine. Et une des raisons, c'est que les habitants montréalais étaient très peu intéressés à payer pour la construction et l'entretien de ces fortifications. La guerre avec les aborigènes était terminée depuis un demi-siècle et Montréal n'a jamais eu l'intention de résister beaucoup à l'envahisseur. Bon, elle a capitulé en 1760 et en 1775, lorsque le général d'armée Montgomery va se présenter, les Américains, les marchands montréalais vont les accueillir aux grandes dames de la classe dirigeante britannique. Si on revient au plan, on regarde la grille de rue avec les places publiques, c'est en blanc sur votre écran, on voit que le plan de M. de Casson est respecté. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on le découpe en rajoutant des rues. Sauf que les rues, par ordonnance des intendants, à partir de 1688, vont avoir 30 pieds de largeur. Ces rues-là sont plus visibles maintenant parce qu'il y a des bâtiments qui précisent l'alignement. Il y a deux places publiques importantes. La place du marché, dans la basse ville, près de l'eau. On sait que les marchés se tenaient à Montréal les mardis et les vendredis. C'est là aussi qu'on châtiait les criminels là, pour le bénéfice de l'enseignement public. C'est là que s'est trouvée par la suite la douane. Alors l'ancienne douane occupe une partie de l'ancienne place du marché et son square devant la douane occupe l'autre partie. Dans la Haute-Ville, c'est la place d'Armes, à côté de cette église Notre-Dame, laquelle était construite en plein milieu de la rue. La place d'Armes n'a pas tellement changé. L'emplacement actuel est plus ou moins l'emplacement ancien. Si on s'interroge maintenant sur les institutions religieuses en couleur magenta et leur jardin en couleur verte sur votre écran, d'ouest en est, d'abord le couvent des Récollets. Ce couvent, qui était quand même assez intéressant, a disparu et va être remplacé au 19e siècle par des bâtiments commerciaux sur les rues Sainte-Hélène et la rue des Récollets. Alors, la rue des Récollets, ça indique bien l'emplacement. Nous allons revenir sur ces bâtiments commerciaux fort importants. Vous avez par la suite le séminaire et l'église Notre-Dame.
Et remarquez le jardin. Le jardin existe toujours. C'est le jardin le plus historique de Montréal. Il a été rogné un peu du côté de l'Est pour permettre la construction à partir de 1824 de notre église Notre-Dame actuelle. Et ce jardin-là a reçu les gens les plus historiques dans le sens qu'on dit que les Sulpiciens recevaient l'été dans les jardins. Et on sait fort bien que des grands explorateurs comme le Père Marquette et Louis Joliette ont été reçus dans ces jardins. Au centre de votre plan, vous avez côte à côte l'Hôtel-Dieu et le couvent des Sœurs de la Congrégation Notre-Dame, fondé par Marguerite Bourgeois, comme vous le savez, et chacune de ces institutions avait son jardin. Le tout a malheureusement disparu. L'Hôtel-Dieu a été remplacé par des entrepôts, dont nous allons parler par la suite. Ces entrepôts, aujourd'hui, ont été recyclés. Ce sont les cours Leroyer. Concernant la congrégation Notre-Dame, son couvent, malheureusement, a été démoli pour permettre la continuité du boulevard Saint-Laurent jusqu'à la rue de la Commune. Du côté est, du côté du ruisseau, donc vers le nord, remarquez le couvent des Jésuites et le jardin. Le jardin accompagne toujours les institutions religieuses. À cette époque, encore là, ce couvent-là a disparu dans un incendie. Aujourd'hui, reste le vieux palais de justice et l'hôtel de ville. Et un peu plus bas, comme dernière institution religieuse, l'église Bon-Secours, elle existe toujours, sauf qu'elle a été transformée avec le temps. Les institutions et les équipements civils. Le château de Vaudreuil, construit en 1723-1726, c'est la résidence du gouverneur général à Montréal. On voit son jardin, couleur orangée sur le plan. Aujourd'hui, c'est la plage sur quartier qui occupe cet emplacement. Et à l'extrémité est, du côté du ruisseau, vous avez la citadelle, un bien grand mot pour une toute petite forteresse, d'ailleurs qui va être nivelée assez rapidement là, pour faire le champ de Mars. On prend de la terre de la citadelle pour faire du coteau de la citadelle pour faire le champ de Mars, et du côté du fleuve, l'arsenal, les magasins du roi. Déjà en 1760, il y a des faubourgs. Du côté ouest, le faubourg Saint-Joseph, à la sortie de la porte des Récollets. Aujourd'hui, on est revenu à l'ancienne nomination, on parle du faubourg des Récollets. Du côté nord, le faubourg Saint-Laurent, alors la rue Saint-Laurent, porte Saint-Laurent, c'est un nom très important à Montréal. Du côté est, la porte de Québec, accessible par la porte, le faubourg de Québec, plutôt accessible par la porte Saint-Martin. On va vers Québec, d'où le nom de faubourg de Québec. La population et la densité, ça c'est fort intéressant. Au recensement de 1761, 5500 habitants dans la ville et les faubourgs de Montréal. Au recensement de 1765, 900 résidences. Dans l'ensemble, c'est une densité qui est faible. Si on fait des comparaisons avec les villes du 18e siècle en France, les villes de province, là, comme Rouen, Troyes, Annecy. Dans ces villes-là, vous aviez de 85 à 110 résidences à l'hectare. Alors, imaginez-vous si on prenait les 900 résidences du Montréal de 1760, les résidences des faubourgs comme les résidences de la ville, et si on mettait toutes ces résidences à l'intérieur des murs fortifiés, ça nous donnerait une densité d'environ de 25 résidences à l'hectare, jusqu'à 4 fois moins les villes européennes. Donc, et on s'en rend bien compte sur la maquette, il s'agit d'une ville qui est plutôt un village qui est presque un village rural. Et on sait fort bien que les gens, à l'intérieur même des murs, jardinaient dans leur arrière-cour et même élevaient des animaux. Et lorsque vous lisez les édits des intendants de l'époque, ils pèsent continuellement contre le fait que les gens laissent aller leurs porcs, leurs animaux dans les rues de la ville. Et la classe dirigeante est toujours en train de dire, mais écoutez, une ville, ce n'est pas ça. Mais il faut comprendre que 5/6 de la population ne savait pas en soi qu'est-ce que c'était une ville, et possiblement c'était la première ville qu'ils voyaient, et cette petite ville était une petite ville coloniale de caractère rural. Du point de vue théorique, le caractère morphologique de la petite ville coloniale de Montréal de 1760 s'apparente au caractère morphologique d'une petite ville européenne à la fin du Moyen Âge.
Vous connaissez sûrement les caractéristiques physiques des villes du Moyen Âge. Il y a la présence d'une enceinte ou des murs de fortification, d'une place du marché, à la fois place principale ou place secondaire, toujours ou presque toujours la domination de l'église paroissiale, cathédrale ou simple église, et la présence des institutions religieuses. Comme au Moyen Âge, l'Église à Montréal ne s'occupe pas uniquement du culte. Elle prend en charge le bien-être physique, social et spirituel des personnes. Vous avez l'hôpital des Frères Charon qui sera repris par Mère Diouville avec les Sœurs Grises. Vous avez l'Hôtel-Dieu dont nous venons de parler. Vous avez les Sœurs de la Congrégation Notre-Dame qui s'occupent, comme les Jésuites de leur côté, de l'enseignement. Vous avez les Frères Récollets, les Frères prêcheurs. Comme au Moyen Âge également, les pouvoirs civils et religieux ne sont pas divisés, ils sont liés. Les Sulpiciens sont seigneurs de l'île de Montréal, mais ils ont en charge aussi la paroisse, ce qui va créer certains problèmes parce qu'ils vont être jaloux de leur juridiction sur cette paroisse et vont retarder le moment de subdiviser la paroisse montréalaise. Maintenant, si on compare la grille de rue, ce plan du Montréal de 1760 et le plan des bastides du Moyen Âge, on voit des ressemblances qui sont notables. Bon, qu'est-ce que c'est que des bastides? Le mot bastide veut dire en provençal forteresse. C'était de petites villes fortifiées fondées au 13e siècle, principalement au sud-ouest de la France, fondées d'un côté par les Français et de l'autre par les Anglais qui partageaient le sud de la France entre leurs royaumes pour se protéger mutuellement contre des invasions. Donc, ce sont des villes militaires, des villes qu'on peut dire très ordonnées. Alors, on retrouve dans la ville de la Bastide les mêmes caractéristiques qu'on retrouve dans les villes du Moyen Âge. Des fortifications, évidemment, sont des villes militaires. Une place du marché qui n'est pas toujours très importante. Et l'église ne prend pas nécessairement de très grande importance. Par contre, la grille de rue est toujours, ou presque toujours, orthogonale. Et ça reflète une ville militaire. Parmi les modèles de Bastide bien conservés, on peut présenter celui d'Aigues-Mortes. Aigues-Mortes, situé près de la Méditerranée, dans le bas Languedoc. Cette Bastide est fondée en 1240 par Louis IX. Louis IX, vous savez, c'est Saint-Louis, comme base militaire pour la 7e croisade. Alors Saint-Louis veut aller délivrer le tombeau du Christ qui est aux mains des musulmans et il s'inscrit, il fait une base militaire pour pouvoir se rendre de l'autre côté de la Méditerranée. Alors remarquez l'enceinte à quel point elle prend beaucoup d'importance. Ça se comprend, c'est une ville militaire. Par contre, la place du marché, comme l'église, sont plutôt modestes. La grille de rue est, elle, très ou relativement régulière. Dans ce cas ici, il y a une certaine irrégularité due au fait qu'on ne voulait pas que les vents s'engouffrent d'une façon trop directe dans ces rues, d'où ces déviations. Mais dans l'ensemble, c'est très régulier. Les bastides vont présenter plusieurs formes de plans et plusieurs formes de fortifications. Et Montréal présente des ressemblances assez notables avec les bastides comme Beaumont en Périgord, Montségur, Puymirol, Valence-du-Gers, Villefranche de Belvès. Ces plans que vous voyez à l'écran avec le plan de Montréal. Et vous voyez là une chose assez intéressante. On peut comparer les échelles. Tous ces plans-là sont à la même échelle. Et vous voyez que ces villes européennes, ces villes du 13e siècle, sont des villes très urbaines. Et ils sont très denses, une densité vraiment très serrée. Alors que Montréal, on vient de le dire, c'est une ville d'Amérique, c'est une ville rurale, c'est une ville où il y a de l'espace à l'intérieur. Et vous voyez, c'est 2 ou 3 fois plus grand, ou grand comme territoire que ces bastides. On peut dire en résumé que ce caractère morphologique représenterait cette petite ville de Montréal en 1760, caractère qui se rapproche ou s'apparente à celui d'une ville bastide. Ce n'est quand même pas tellement surprenant, parce que Montréal est fondé dans un territoire hostile, un territoire menacé, et c'est exactement les conditions qui présidaient aux fondations des bastides dans le sud-ouest de la France. Mais Montréal, son plan ne s'apparente pas uniquement à une ville du Moyen Âge, à une ville militaire, il s'apparente aussi à une ville classique
du XVIIe siècle. D'abord par ses fortifications bastionnées. Alors les fortifications bastionnées étaient des fortifications qui avaient été développées avec la Renaissance pour contrer l'artillerie. Et l'influence ici du seigneur de Vauban est évidente grâce à la Chose-Godeléry qui a été son élève. Vauban va être responsable de multiples fortifications en France, entre autres Belfort, Philippeville. Regardez Philippeville, à quel point les fortifications prennent de l'importance. On a dit que certaines villes de M. de Vauban, l'espace requis pour les fortifications allait jusqu'à 7 ou 8 fois l'espace employé par la ville. Un autre cas, des fortifications de M. de Vauban, le cas du Ningue. Mais peut-être le modèle le plus définitif d'une ville à la Vauban ou des fortifications de Vauban, c'est la ville de Neuf-Brisach en France, à Colmar, près du Rhin, donc un endroit menacé encore par d'autres peuples. Remarquez l'importance des courtines, l'importance de ces bastions qui s'avançaient pour résister à l'ennemi, pour l'éloigner et pour le prendre autant que possible en souricière avec une artillerie de flanc. Alors, Montréal fortifié, évidemment, c'est très sommaire. Nos fortifications ne peuvent pas soutenir ce type de comparaison, mais on sent l'esprit. Il faut revenir à Louisbourg pour trouver des fortifications à la Vauban qui représentent une véritable comparaison, ou encore à Québec. Québec que vous connaissez et qui est la seule ville fortifiée encore existante en Amérique. Prenez le plan de Québec de 1763, vous voyez les fortifications de la Haute-Ville, évidemment, qui étaient prévues pour contrer l'ennemi, pour empêcher qu'il vienne par terre envahir la ville. C'est quand même des fortifications importantes. Je vous engage à revoir ces murs de fortification de Québec avec un œil neuf pour voir l'importance que représentait la défense à ce moment-là. Et la citadelle de Québec, qu'on voit très rarement comme on la voit à l'écran ici, à vol d'oiseau, construite de 1820 à 1830, sont les plans du colonel Dunford. Vous voyez la maîtrise, la symétrie, la qualité très classique de cette forteresse. Et entre moi et vous, il semblerait qu'on avait fait cette forteresse non pas contre des envahisseurs étrangers, mais on craignait la révolte des Canadiens français dans la ville de Québec. Autre trait d'aménagement classique à Montréal, cette église Notre-Dame qui est construite au milieu de la rue. On en a parlé tout à l'heure, Chose-Godeléry fait cette artère Notre-Dame comme l'artère la plus importante et met l'église en plein milieu de la rue. Ça, ce n'est pas usuel au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, les églises étaient en bordure des places ou des rues. Ça reflète beaucoup plus les principes d'aménagement de la Renaissance. Je vous rappelle ces principes-là. Un premier principe, c'est un concept d'ordre en aménagement. C'est sûr que M. de Casson, lorsqu'il fait son plan, il veut mettre de l'ordre. Donc, je pense qu'il respecte ce principe-là. Deuxièmement, une conception nouvelle de l'espace. Bon, ça, je pense que M. de Casson ne se faisait pas d'illusions. Avant une conception nouvelle de l'espace, ça nous prend des bâtiments, et ces bâtiments-là vont pousser que très lentement dans le petit établissement. Troisièmement, la prédominance de l'axe. Là, c'est bien le cas. C'est bien le cas de la rue Notre-Dame et de l'église Notre-Dame. Et d'ailleurs, nous avons plusieurs gravures qui présentent, disons, cette église, soit de l'arrière ou soit de façade avant, comme étant une espèce de perspective au bout de la rue Notre-Dame. Et enfin, le formalisme. Le formalisme, évidemment, il est plus ou moins présent dans le plan de M. de Casson, mais on va voir la semaine prochaine cette façade de l'église qui est faite en fonction de la rue. Et on peut voir d'ailleurs dans ces jardins qui accompagnaient les institutions religieuses un formalisme. Prenez le cas du jardin du vieux séminaire. Ce jardin-là, d'après ce qu'on peut voir sur les cartes, n'a pas tellement changé. C'était un jardin à la fois de potager et un jardin d'apparat, mais on retrouve une organisation spatiale qui est relativement rigoureuse, en sens c'est ordonné. Ceci reflète les principes de la Renaissance et du classicisme. Alors, quelles sont ces sources d'influence du classicisme dans cette petite colonie montréalaise ou de la Nouvelle-France? Elles sont multiples.
Mais on ne peut pas ignorer l'influence de la classe dirigeante. D'Olier de Casson lui-même est un noble qui est né dans un château dans Basse-Bretagne. Il reçoit une éducation de noble qui comprend une éducation en art et en architecture. C'est un capitaine de cavalerie sous le Grand Turenne. Il va voyager partout en Europe. Il a sûrement vu des villes médiévales, plans organiques ou des bastides. Mais il a peut-être vu aussi Vitry-le-François, cette ville qui est située sur la Marne, dans l'est de la France, et que François Ier avait commandé en 1545 à un Italien, Hieronimo Marino. Remarquez cette ville, à quel point elle est ordonnée. Vous avez deux axes là, qui se croisent un peu comme un décumanus et un cardo romain avec une place centrale. Une symétrie parfaite dans toute la ville, d'un côté comme de l'autre, tout le formalisme. Donc, voici une source d'influence. M. de Casson est une source d'influence, comme M. Chosgroux de Liry, qui est l'élève même de Vauban, est une source d'influence. Il ne peut pas travailler d'une façon différente ici qu'il travaillait ailleurs. Une autre source, c'est la loi des Indes. Les ordonnances royales de Philippe II d'Espagne pour les villes coloniales avaient été appliquées un peu partout dans les villes dans le sud de l'Amérique. L'Espagne avait une longue tradition urbaine marquée par la Renaissance. On disait d'ailleurs dans ces ordonnances qu'une ville côtière devait avoir une place près du rivage, mettant en valeur l'église, mettant en valeur l'édifice religieux. On retrouve ça dans le plan de Saint-Augustin en Floride. L'influence peut être directe ou indirecte, mais dans la Nouvelle-Orléans, le sieur de Bienville, on retrouve exactement la même chose. Dans la basse ville de Québec, on retrouve avec la place royale et l'église des Victoires exactement la même chose. Est-ce que c'est mieux par Champlain qui avait visité toutes ces villes, ou c'est mieux parce que les ordonnances d'Espagne étaient connues? On ne le sait pas. Mais il demeure une chose, que dans le Montréal que nous venons de voir, il y a une dichotomie de traditions, tradition médiévale, tradition classique, et on va voir la même chose la semaine prochaine.